Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce direct du mardi organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Sextant Expertise, donc sur le sujet de la GPEC, enfin de la GPEC. Excusez-moi, je me mélange les pinceaux dans les acronymes. La GEPP, excusez-moi, la GEPP est sous l'angle out et in. Il est le subtil équilibre entre sortie et la capacité à maintenir les effectifs en emploi en interne et les mesures internes et le subtil équilibre qui devient, avec une problématique qui devient vraiment prégnante actuellement avec l'évolution justement de la GEPP. Donc bonjour à tout le monde, bienvenue dans le chat, vous êtes assez nombreuses et nombreux, donc ça promet des échanges assez riches sur un sujet qui est quand même dans l'actualité. Donc merci à Sextant de porter le sujet. Donc Sextant qui va être représenté par Delphine Vegas et Véronique Aubry. Donc vous êtes tous les deux consultantes au sein du cabinet Sextant. Merci à vous. Et donc, on va avoir la chance d'avoir 3 témoignages, alors très différents, qui vont éclairer un peu des pratiques forcément différentes. Donc, Josette Reynaud, toi, tu es FO chez Airbus, tu es en charge de la commission GPEC, GEPP, mince, je vais avoir du mal, la commission GEPP au CSE de centrale de Airbus Aircraft, qui est la principale entité du groupe, oui, on peut dire ça, Airbus en France. Donc, merci à toi. Avec un éclairage, là, je dis déjà, un éclairage plus centré justement sur les mesures internes, hein, le côté, enfin, l'ADN, on va dire, historique de la GPEC, c'est-à-dire maintien d'employabilité, tu vas avoir plutôt ce prisme-là. Ensuite, on va avoir Jean-François Landemaine. Donc, toi, tu es délégué CFTC, délégué syndical CFTC sur… CFE-CGC. Excuse-moi, CFE-CGC. Tu es délégué syndical CFE-CGC sur l'usine de Bourges. Donc, ça va être intéressant parce que tu vas avoir un éclairage production aussi que tu vas être capable d'apporter. Hein. Et vous entamez une négociation GEPP. Alors que je précise, FO, vous, enfin, du côté d'Airbus, vous venez de boucler la reconduction d'une GEPP. Et Marie Hogard, toi, tu es délégué syndical central, là encore CFE-CGC. Donc la CFE-CGC est en force. Donc délégué syndical central CFE-CGC pour Sanofi Chimie. Et là, vous aussi, vous avez négocié un accord GEPP et là, c'est l'intermédiaire. Michelin, ils sont en train de négocier. Airbus, ils viennent de reconduire. Et vous avez 1 an d'historique après la signature d'un accord GEPP, d'un premier accord GEPP. Avec une bonne dimension out, on va dire. Et ça va être intéressant à entendre. Écoutez, on va commencer. Donc, n'hésitez pas à interagir dans la salle, dans le chat, pour poser vos questions dans le chat. C'est le plus sympa. Maintenant, vous pouvez également profiter de la partie questions si vous voulez peut-être structurer davantage et vraiment formaliser votre question. C'est la partie questions. C'est bien ouvert également. Je vous propose d'ores et déjà de répondre à un petit sondage que j'affiche, histoire de prendre la température. Donc, le sondage, c'est votre GEPP est-elle out ou in? Donc, est-ce qu'elle est plutôt orientée vers le côté des mesures, les tickets de sortie, ou est-ce volontaire, ou est-ce qu'elle est plutôt orientée vers des mesures qui permettent de garantir l'employabilité, de permettre aux salariés de se projeter dans l'entreprise, ou alors c'est un subtil équilibre entre les deux. N'hésitez pas à répondre. Donc, je laisse le sondage affiché. Vous pouvez le récupérer. N'hésitez pas à répondre. On prendra la température d'ici quelques instants. Donc, moi, je suis Rodolphe Endarlet. Je suis le responsable éditorial du média Miroir Social et je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc, écoutez, on va partir avec toi, Delphine. Donc, toi, tu es responsable du pôle social chez Sextant et expertise. Comment? Je disais d'une des filières sociales. Oui, du pôle. Voilà, ok.
Alors, on a un petit décalage avec le son. Alors, je vais te lancer, histoire comme ça que tu puisses vraiment dérouler tranquillement. Et si simplement, j'ai un peu débordé, mais si tu peux nous repréciser avec tes mots, ça sera plus précis et plus expert, justement. Pourquoi Sextant Expertise appréhende un peu le sujet comment vous l'appréhendez, le sujet de la GEPP dans votre rôle d'expert, avec les biais potentiels et comment on essaye de les circonscrire. Delphine. Oui. Donc, en ce qui concerne donc la gestion prévisionnelle, alors, au départ, c'était la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc là, on parle depuis 2017, depuis les ordonnances Macron, on parle de gestion des emplois et des parcours professionnels. On parle de GEPP, la GPEC est devenue GEPP. Et ce qu'on observe en tout cas dans le cadre de nos interventions, de nos expertises, en particulier dans le cadre de missions d'expertise sur les orientations stratégiques et leurs conséquences en emploi, avec les implications en matière de GPEC que cela implique. Dans le cadre de nos interventions aussi, dans le cadre de projets de réorganisation, c'est vrai que ce que l'on observe de plus en plus chez les entreprises dans lesquelles on intervient, c'est qu'il y a donc des accords de GEPP qui sont signés, qui prévoient des dispositifs de GEPP sortantes, avec des dispositifs qu'a ouvert le législateur, c'est-à-dire que dans un accord de GEPP, on peut prévoir des dispositifs d'accompagnement à la sortie volontaire de salariés via des congés de mobilité, via des dispositifs aussi d'aménagement de fin de carrière où on fait partir plutôt les salariés à la retraite avec prise en charge de l'employeur. On voit que tous ces dispositifs, donc, maintenant, ont bien été, les directions, en fait, ont bien compris aussi l'intérêt de se saisir de ces dispositifs, parce que via les accords de GEPP, qui ont un volet GEPP sortant, d'accompagnement à la sortie, on voit que donc, les entreprises ont bien compris qu'elles avaient un intérêt, parce que ça peut leur permettre de gérer des réorganisations, des sorties, de gérer leur pyramide des âges de manière plus soft que dans des dispositifs de type à chaud comme un PSE. Donc en soi, pourquoi pas prévoir des dispositifs de départ volontaire, de sortie, pour gérer les choses de manière anticipée, sans attendre, sans avoir à faire un plan social et tout ça. Mais ce que l'on observe, c'est que souvent ce volet de la GEPP est très dominant dans le contenu des accords. Et ce qu'on observe aussi, c'est des difficultés à maîtriser après le recours aux dispositifs prévus dans le cadre des accords de GEPP, d'autant plus quand il s'agit d'accords qui sont signés au niveau groupe et qui s'appliquent après qui se déclinent après de manière locale, et où l'information sur les orientations stratégiques sont moins directes et moins connues, partagées. Et ce qu'on observe donc, c'est parfois une perte de contrôle, une possibilité de perte de contrôle de dispositifs de GEPP sortantes, et voire dans certaines situations des risques d'abus, et où le risque étant qu'à terme, ce soit un moyen utilisé par les directions pour contourner la législation des PSE, sachant que quand il y a un PSE, il y a plusieurs critères qui n'interviennent pas forcément ou strictement a priori dans un accord de GEPP. Ce sont l'obligation d'un motif économique pour faire partir des gens, l'obligation de reclassement interne, deux dimensions qui sont, et aussi, ça oblige aussi un PSE à cibler
à justifier le fait que ce soit ces emplois qui sont supprimés. Donc, ces obligations sautent. Et du coup, dans la pratique, on voit qu'il y a certains abus ou un manque de possibilité de perte de maîtrise, en tout cas de la mise en œuvre des accords de GEPP. Sachant que il y a parfois, voilà, dans ces accords de GEPP, il y a un élément, mais peut-être que tu me dis, Rodolphe, si je vais trop loin, Oui. il y a un élément qui est... oui. Non, vas-y. Il y a un élément qui est très important, qui ne semble pas vraiment au départ, mais qui peut être très important, c'est ce qu'on définit dans l'accord de GEPP. Souvent, les accords de GEPP prévoient de définir des typologies d'emplois, une cartographie des emplois, quels sont les emplois qui sont en croissance, ou les métiers, les familles métiers, les emplois, les fonctions, donc qui sont en croissance, les familles qui sont plutôt en tension, c'est-à-dire on a du mal à recruter, ou les emplois qui sont en déclin ou menacés, ou en baisse. Enfin, en tout cas, on se met d'accord dans un accord GEPP autour de ces définitions. Mais si on n'y prend pas garde dans la définition de ces emplois, comme les dispositifs, notamment de GEPP sortante, s'appuient sur cette définition dont on a parlé au départ, il peut y avoir justement, comme je disais, une perte de contrôle ou alors on revoit tellement souvent la cartographie de ces emplois. En gros, les emplois menacés, ils changent très vite. Il y a des accords qui permettent de les modifier tous les 6 mois. Du coup, le P de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, là, il saute. Puisque, en fait, c'est un accord qui accompagne juste, en tout cas, c'est des dispositions qui accompagnent juste une gestion des emplois au sens strict du terme. On gère les emplois et les parcours professionnels. Donc, en gros, c'est un tableau, un peu, les questions qui méritent d'être posées. Donc, où nous, on souhaitait apporter quelques éclairages si besoin. Et également des conseils aussi en amont sur la négociation d'accords de GEP, en fait. Faire attention à quelles étapes sont indispensables pour négocier, sachant que la GEPP, il y a 2 pieds qui sont 2 socles qui sont, selon moi, indispensables. OK, pourquoi pas prévoir des mesures, dispositifs de départ volontaire, parce que des salariés le demandent aussi, notamment pour des fins de carrière. Mais il y a l'autre pied, sinon ça tient pas, c'est pas stable, et puis il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut contrebalancer, c'est la dimension maintien de l'employabilité, accompagnement des parcours professionnels, les possibilités d'offrir des mobilités, des évolutions professionnelles et d'accompagner, de sécuriser ces évolutions dans un accord de GEPP. Alors, et c'est avec ces 2 socles qui sont, si on a un, il faut l'autre pour contrebalancer. Merci Delphine. Alors on est un peu en mode asynchrone, mais ça va le faire. Simplement, non, mais on va le faire comme ça. Il n'y a aucun problème. Je me permets simplement justement, quand tu parlais d'emploi menacé, moi, de passer la parole à Véronique. Alors, Véronique, toi, tu es consultante SSCT chez Sextant. Et quand Delphine parle d'emploi menacé, toi, tu dis, avec ta casquette CSSCT également, et aussi avec un regard peut-être un peu plus juridique, c'est qu'est-ce qui conduit au fait que l'emploi soit menacé? C'est la première question qu'on doit poser, on doit challenger la direction là-dessus. C'est bien ça aussi. Alors oui, sachant que dans le Code du travail, on a quand même quelques pistes. Il y a une espèce de rejet un peu de la terminologie emploi menacé, parce que c'est une terminologie, on doit bien le reconnaître, assez négative,
qui renvoient à des licenciements. Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver facilement dans les accords, mais en tout cas, le texte qui s'applique en la matière vise la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques. Donc, voilà ce que nous dit la loi. C'est tout. Et avec ça, il faut que les partenaires sociaux, en effet, puissent se débrouiller pour définir les emplois menacés, les évolutions économiques ou technologiques. Dans les différents accords, alors on voit bien dans le domaine suivant les secteurs d'activité, on retrouve les mêmes définitions, en tout cas les mêmes thématiques sur ce qu'on va appeler les emplois menacés. Donc, dans l'industrie pharmaceutique, on retrouve ce qu'on appelle les emplois sensibles, donc les cartographies. Elles sont faites en fonction des métiers sensibles ou fragilisés, les emplois stratégiques, les emplois émergents. Dans d'autres secteurs d'activité, on va parler de métiers en mutation et de métiers en décroissance, mais c'est vrai que dans la plupart des accords, alors évidemment, je ne connais pas tous les accords, soyons très précis, mais on ne retrouve pas ce terme emploi menacé. Donc, ce sont les partenaires sociaux qui vont définir en fonction de la cartographie, je vous l'ai indiqué, parce que très concrètement, le législateur a laissé quand même une grande liberté de ce point de vue-là, puisqu'on n'a aucune définition juridique. En termes de jurisprudence également, on n'a pas grand-chose sur la définition des emplois menacés. Et pour l'œil SSCT, donc santé, sécurité, conditions de travail, évidemment l'impact pour les salariés qui se retrouvent parfois du jour au lendemain, parce que parfois c'est aussi une surprise, parfois pas du tout. Les gens savent que à terme leur emploi passera dans la catégorie sensible. Mais en tout état de cause, nous, notre œil sur la filière SSCT, eh bien, c'est de recueillir en fait le ressenti des salariés par rapport à ces cartographies qui, en tout état de cause, et pour finir, puisque j'ai un petit temps limité, je le sais, en tout état de cause, ce qui est important dans les accords, c'est de bien vérifier que les définitions reposent sur des éléments objectifs. Et c'est vrai que les élus des organisations syndicales doivent pouvoir avoir ce contrôle, entre guillemets, de l'objectivité des catégories. Et c'est là où je rejoins ce que disait Delphine tout à l'heure. Eh bien, on peut avoir certains débordements si on n'a pas des catégories extrêmement bien définies et un peu fermées par des critères objectifs. Voilà. Je me permets de répondre. Alors, n'attendez pas, effectivement, n'attendez pas dans le cours du live une présentation PowerPoint. C'est pas l'objet, de toute façon, des lives de Miroir Social. On est vraiment dans une logique, on angle un sujet. C'est pas une présentation pédagogique de ce que c'est que la GEPP, mais on angle le sujet sur le côté des interactions entre out et in, et on va bien les voir dans les témoignages et les rebonds qui vont se dérouler tout autour de cette matinée. Donc, je vous rassure là-dessus. Delphine, je te repasse la parole. Tu commences à en parler. Tu en as parlé. Tu as dit, il y a, dans la réalité, les salariés, ils attendent aussi des mesures de départ volontaire et un cadrage de ça sur le long terme, de pouvoir se projeter, etc. Il y a une attente de ça plutôt que d'attendre la prochaine RCC ou etc. Donc, au moins, avec une GEPP où on a une vision sur 3 ans des conditions de départ. Donc, ça, c'est une attente et pas simplement des salariés pour des mesures de départ anticipé. Donc, ça, il y a une attente auquel les organisations syndicales doivent entendre. Et ça, par rapport à ça, ça m'amène à la question, et tu as commencé à le dire, toi, tu considères que l'employeur, il a pas mal d'avantages à mettre du out dans une GPP, mais quelles sont les contreparties à négocier pour les organisations syndicales, pour les salariés qui restent, et notamment la notion de public prioritaire? Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a ce qui relève effectivement, voilà, par rapport à la GEPP, quand on dit, voilà, les salariés qui se trouvent sur des emplois qui sont positionnés comme menacés peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier de mesures
des mesures, par exemple, d'aménagement de fin de carrière ou de fin de carrière, en gros, où on prend en charge, où l'employeur prend en charge une partie en gros, une sorte de pré-retraite financée par l'entreprise. C'est vrai que les salariés sont très demandeurs. La question, c'est qu'à un moment donné, faut-il qu'il en reste, parce que quand les dispositifs sont utilisés 1 année, 2 années, 3 années, au bout d'un moment, les salariés pour partir à la retraite, qui souhaitent partir à la retraite, eh bien peut-être qu'il y en a pas. On arrive à un seuil où ça ne marche plus. Mais quoi qu'il en soit, sur l'autre volet qui est pour les salariés effectivement qui eux ne partent pas, et pour les salariés en général dans l'entreprise, il y a l'accord de GEPP doit bien sûr prévoir pour les salariés donc, qui sont sur des emplois menacés et qui ne partent pas, qui ne sont pas volontaires au départ, ou même s'il n'y a pas de GEPP sortante pour eux, la question c'est savoir qu'est-ce que fait l'employeur pour eux. Donc, et là-dessus, il est clair que il convient dans un accord de GEPP, à un autre sens, pour ces populations qui sont sur des emplois qu'on pourrait qualifier de menacés, c'est-à-dire susceptibles. Alors on peut prévoir dans l'accord une définition, et il faut prévoir ce qu'on appelle un emploi menacé. Est-ce qu'on parle d'emploi? Est-ce qu'on parle de poste? Est-ce qu'on parle de famille de métier? Est-ce qu'on parle de... se mettre d'accord déjà sur les terminologies. De quoi on parle quand on parle d'emploi menacé? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme emploi? Parce que dans certaines boîtes, un emploi, c'est une famille de métier, ou c'est un emploi type, ou ce sont des postes. Donc, être très clair là-dessus au départ. Et donc, pour ceux qui sont sur des emplois menacés, qui ne veulent pas partir, donc, l'intérêt, c'est de qualifier ces publics comme des publics prioritaires, le prévoir dans l'accord de GEPP. Donc, des dispositifs prioritaires qui donnent accès de manière privilégiée pour ces salariés à des dispositifs de type bilan de compétences, mobilité interne, formation professionnelle, pour pouvoir se repositionner en interne, qu'ils aient de la visibilité aussi pour identifier les emplois qu'ils pourraient occuper, qui ne sont pas menacés, donc prévoir aussi des passerelles entre les emplois. Donc, en tout cas, prévoir dans l'accord de GEPP des dispositifs spécifiques pour les publics qu'on qualifie de prioritaires et qu'on peut après réutiliser ou reprendre dans le plan de formation, le plan de développement des compétences, et en gros que ces salariés soient prioritaires et où il y ait des budgets spécifiques pour ces salariés pour accéder à des possibilités de repositionnement en interne. Et avec des plans, ça peut se faire dans certaines entreprises, mais c'est trop souvent pas suffisamment exploité. On pourrait aller plus loin, sachant que ça peut être la contrepartie aussi à de la GPEC sortante. Parfait, merci Delphine. Et bon, je confirme que ça, bon, pour l'instant le sondage répondait. Pour l'instant, il y a 87% des répondants. Bon, vous n'êtes pas encore beaucoup à avoir répondu, mais 87% des répondants. Vous êtes plus d'une centaine dans la salle, donc n'hésitez pas. Mais 87% pour l'instant considèrent que ça penche clairement du côté out, plutôt que du côté in. Donc on est vraiment dans le sujet. Je passe la parole, un petit rebond alors rapide, Véronique, avant de laisser la parole à nos témoins, enfin à nos élus terrain. Véronique, c'est quid au regard de ce que tu as pu entendre déjà avec des propos de Delphine. Non, Delphine, mince, excuse-moi. Véronique, c'est quid, qu'est-ce qui reste de l'obligation d'employabilité, l'obligation qu'a l'employeur, qui incombe à l'employeur de garantir l'employabilité de ses salariés. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais l'esprit de ça, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, l'obligation, elle demeure. L'employeur, il reste tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste.
donc qui doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, et notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Donc, cette obligation de l'employeur, elle demeure. Maintenant, en effet, au regard de la mise en place d'une GEPP, qui est plutôt, la tendance le confirme, sur des GEPP sortantes, la question elle a toute son importance, parce que le principe au départ de la GEPP, c'est la gestion aussi des parcours professionnels. Et les parcours professionnels, quand on signe une GEPP, on se doute bien que c'est le parcours professionnel à l'intérieur de l'entreprise, le parcours professionnel à l'extérieur. Donc, pour moi, la priorité de la GEPP, c'est de prévoir ces évolutions en interne. Pourquoi ? Pour permettre aux salariés d'avoir un parcours professionnel au sein de l'entreprise, malgré les évolutions de poste, et l'employeur doit effectivement assurer cette adaptation. Ce qui, à mon sens, n'est pas la réalité des GEPP, en tout cas dans une certaine majorité, et ce qui me semble être contraire à l'esprit de la GEPP. Merci à toi. Alors, on va passer à toi, Josette. Renaud, donc tu es toi, tu es responsable de la commission GEPP au CSE central d'Airbus Aircraft. Donc, vous aviez signé une GEPP en 2019 qui est arrivée à son terme en 2023. Vous avez renégocié, vous avez signé une nouvelle GEPP là en 2023. Et c'est un peu le contre-exemple. Là, Voilà. pour l'instant, vous n'avez pas été dans une logique de GPEC out, si ce n'est, et vous pourrez y revenir, sur des mesures de départ volontaire, en cessation anticipée pour des départs pré-retraite, entre guillemets, accompagnés, mais sur des circonscrites à ça. Et c'est avant tout de mettre les moyens, mais avant tout, en élément de contexte, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les enjeux pour Airbus en termes les enjeux en termes de prévision sur l'évolution des emplois? Tu disais, et je te laisse rebondir là-dessus, que vous étiez entre guillemets à un virage pour Airbus en termes de montée en compétences, acquisition de nouvelles compétences, et ça se traduit comment en termes d'enjeux? Merci. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais intervenir par rapport à la GEPP. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années et c'est un sujet passionnant. Par rapport à tout ce que je viens d'entendre, j'aurais pu rebondir sur pas mal de choses. C'est vrai que quelque part, dans la mesure où nous sommes un grand groupe, nous sommes un grand groupe aussi fervent partisan du dialogue social. Et donc, au niveau de FO Métaux, c'est vraiment un axe sur lequel à GEPP nous travaillons énormément. Donc, comme tu l'as dit, nous avions donc un accord qui a été renégocié cet été, qui a été signé par les principales organisations syndicales le 31 août, et donc qui prévoit l'ensemble des mesures dont les intervenantes précédentes viennent de parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, après la crise du Covid en 2020, qui a été pour Airbus une année noire, avec moins 50% de livraison des appareils, l'effondrement des commandes, moins 40% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à un tournant par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, surtout sur le sujet de la décarbonation. Il faut savoir que nous sommes vraiment, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment l'axe principal, ce qui fait que en plus donc de la montée de la montée impressionnante des commandes, il faut savoir qu'aujourd'hui donc nous avons un plan de commande avec 8024 avions dans le carnet de commandes. Depuis le début d'année, 1257 nouvelles commandes à fin septembre. Nous sommes, dans une dynamique pour chercher les personnes et surtout les garder. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La GEPP, comme disaient les intervenantes, ce qui est très important, c'est la cartographie en effet des emplois. C'est aussi les orientations stratégiques. C'est vraiment des sujets avant de négocier.
tous les ans, il faut savoir que nous avons ces présentations par la direction à la commission. La commission GEPP est vraiment un organe très important dans les CSE et nous avons accès à moult documents et c'est avec un travail approfondi d'analyse des données, de différentes aussi actions sur le terrain que nous arrivons donc à bâtir une politique en faveur des salariés. Voilà, donc si tu veux, voilà. Ouais, je me permets. Alors, tu parlais de décarbonation, mais dans quelle mesure il y a aussi un enjeu aussi sur la production, la robotisation, la numérisation, le travail. Voilà. Pour revenir à cette idée de tournant, donc il faut savoir que nous sommes, la formation fait partie de l'ADN des Airbusiens. Nous sommes régulièrement en formation, que ce soit du niveau des compagnons, donc qui sont les ouvriers sur la chaîne d'assemblage, jusqu'au cadre. Il y a régulièrement des formations qui sont suivies dans l'entreprise. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que avec, comme je disais, la décarbonation, la robotisation, la numérisation, nous avons beaucoup de compétences nouvelles à acquérir vis-à-vis de nos salariés. C'est pour cela que dans l'accord, nous avons prévu des mesures importantes pour accompagner les salariés qui désirent se former. Donc, nous avons l'abondement du CPF, c'est-à-dire qu'un salarié qui souhaiterait exercer un métier critique ou émergent, donc ces métiers critiques et émergents, il y a une liste qui est établie par la direction avec le CREFOP, avec toutes les données nationales. Les salariés donc qui désirent se former dans ces métiers peuvent, en accord avec la direction, utiliser leur CPF, et il y a un abondement du CPF par Airbus qui est possible jusqu'à 3 000 €. Donc le salarié, la direction va abonder le même montant que le salarié, et il y a jusqu'à 12 jours de formation qui sont donnés par la direction pour ces salariés. Il y a aussi la possibilité, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, l'ascenseur social, pour des jeunes de se former en cours du soir, par exemple à l'université. Et là, si ce sont des métiers donc fléchés pour les besoins de l'entreprise, il va pouvoir y avoir jusqu'à 1 500 € qui est remboursé par rapport aux frais d'inscription et aux unités de valeur. Donc voilà, on est vraiment dans une dynamique à amener les gens à se former, sans oublier bien sûr que l'essentiel, c'est le plan de développement des compétences, et pour nous, c'est très très important. Il est nullement permis et d'actualité que la direction se serve uniquement du plan du CPF du salarié pour former les salariés. Il y a aussi le plan de développement de compétences, et là, il y a vraiment un axe important qui a été mis en place avec ce nouvel accord sur justement comment faire en sorte que le salarié connaisse toutes les possibilités qu'il a à sa disposition pour se former. Donc, je vous rappelle à toutes et à tous vraiment quelque chose qui est très important et qui est encore pas assez connu, c'est le conseiller en évolution professionnelle. Donc, le conseiller en évolution professionnelle est extérieur à l'entreprise. De chaque salarié, pour construire son parcours professionnel, va être amené de plus en plus à consulter ses conseillers en évolution professionnelle pour bâtir ce parcours professionnel avec des conseils donc avisés de professionnels sur le sujet qui connaissent les bassins d'emploi. Alors Josette, je me permets d'intervenir là. Alors tu parlais du plan de développement des compétences, tu expliquais, c'est pas une surprise, on va voir, c'est un peu le même cas chez Michelin, vous êtes des entreprises quand même, on va dire, assez riches, et où il y a des moyens considérables, mine de rien, qui sont déployés pour former les salariés, sauf que il y a tellement une pléthore de dispositifs que les salariés, en fait, ils sont sous-utilisés, ces dispositifs. Donc, voilà, tout à fait. Tu parlais des conseillers en évolution professionnelle, je me permets de rebondir quand même. Tu disais, on va mettre en place des corners, des GEPP corners avec des RH. C'est aussi la responsabilité de l'employeur à mettre les moyens pour faire connaître les dispositifs. Et ça, c'était peut-être là où le bas blessait. On mettait les moyens, mais ils étaient pas utilisés. Donc là, c'est peut-être un correctif avec ce nouvel accord.
Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est un axe sur lequel vraiment on a voulu diriger les négociations parce qu'en fait, il s'avérait que la plupart des salariés ne connaissaient pas du tout les différents dispositifs qui étaient à leur main. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la métallurgie, à partir du 1er janvier 2024, met en place la nouvelle classification. Et avec la nouvelle classification, les gens ne pourront avoir une mobilité que s'ils changent de poste. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que le salarié prenne en main son parcours professionnel et réfléchisse régulièrement à vers quel métier il désire aller et comment. Et pour ça, on a donc négocié un entretien professionnel qui s'appelle ici l'entretien de développement, qui va se passer tous les ans, alors que je rappelle, au niveau de la loi, cet entretien professionnel est obligatoire tous les 2 ans. Au bout de 6 ans, il doit y avoir un entretien récapitulatif qui fait le bilan des 3 entretiens qui ont dû se réaliser. Et si ce n'est pas fait, je rappelle que 3 000 € doivent être versés sur le compte CPF du salarié. Donc là aussi, moi, ce que je tiens aussi à dire, c'est le rôle très important des organisations syndicales, parce qu'en fait, si tous ces dispositifs, on ne les applique pas sur le terrain, il reste, c'est comme les accords, ce sont des lettres de bonne intention et malheureusement, rien n'évolue. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on les connaisse et qu'on s'en serve, que vraiment on les mette en application, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. D'ailleurs, tout régulièrement, au niveau du CSE, nous organisons des ateliers, formations, pour expliquer ces différents dispositifs entre midi et 2 heures. Et même, nous avons prévu des créneaux avec des conseillers en évolution professionnelle. Donc, les salariés s'inscrivent auprès du CSE et prennent rendez-vous avec ces conseillers en évolution professionnelle. Il faut vraiment que nous, en tant qu'organisation syndicale, on soit moteur sur ces sujets. On amène ces différents prestataires au niveau du salarié, on les fasse connaître. Et vraiment, je peux vous dire que j'ai des super retours et que ça aide beaucoup les gens, même si malheureusement, vu le contexte actuel, je regrette que la formation ne soit pas aujourd'hui assez une des priorités des salariés. Et je précise, Josette, avec ton témoignage, merci de témoigner, mais toi, tu es la première à incarner la chose parce que toi, tu as fait une VAE. Tu as fait une VAE pour avoir un master, etc., en profitant des moyens qui sont accordés par l'entreprise. Mais il faut les connaître, ces moyens, il faut s'en saisir. Et il faut se responsabiliser, ce qui n'est pas forcément une culture. Pareil chez Michelin, on va le voir. C'est-à-dire, avant, comme tu disais, tu faisais mention de la convention collective où, en fait, on progressait à l'ancienneté. Là, la logique va changer. Et il y a quand même une logique aux salariés de se prendre par la main ou alors d'être accompagné pour le faire, mais ça va pas tomber, la formation va pas tomber comme ça, fléchée comme ça, de façon automatique. Non, c'est avec cet entretien individuel tous les ans qu'il va falloir donc bâtir ce plan de développement et donc réfléchir à toutes les possibilités et voir qu'est-ce que c'est qui peut être fait et aussi pourquoi. Parce qu'en fait, il faut vraiment que ça corresponde aussi aux besoins de l'entreprise et que ce soit fait aussi que l'entreprise accompagne cette différente démarche. Autrement, on va sur d'autres dispositifs comme le CPF de transition professionnelle. Enfin, voilà, c'est des choses out. Mais si on veut que ce soit in, il faut vraiment que un maximum de personnes connaissent ces différents dispositifs. Pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a une dernière petite question. Je voulais une relance. Après, tu pourras. Mais est-ce qu'il n'y a pas. Je me permets de te lancer là-dessus. Dans le cadre de la GEPP sur 3 ans, il y a eu 500 départs en retraite anticipée. Mais comme tu l'as dit, il y a eu, en sortie de Covid, il y a eu un PSE lancé exclusivement sur des départs volontaires. Mais il y a quand même, avec plus de candidats au départ que de tickets de sortie, et il y a eu 2000 personnes qui sont parties chez Airbus en France. À l'heure où on parle d'employabilité, de compétences de fléchage, alors que votre carnet de commandes, il est plein, vous avez 10 ans de visibilité sur les commandes, comment une direction peut dire on va s'alléger de potentiellement 2000 personnes
est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? C'est quoi la cohérence de la GEPP là-dedans? Je me permets de cette Alors, la question. cohérence de la GEPP, ben, ça a été le Covid, hein, qui a, comme je vous ai dit en introduction, hein, je vous ai donné quelques chiffres, hein, donc moins 40% de chiffre d'affaires, moins 50% des livraisons d'appareils. Donc, c'est vrai que après le Covid et puis bon aussi l'avion bashing qu'on connaît aussi, qui est quand même quelque chose sur lequel pour nous il y a enfin ça nous a interrogés et aussi ça a fait que ben, le virage est encore d'autant plus pris vers la décarbonation. Donc, après le Covid, la direction est revenue vers nous et nous a proposé un plan de sauvegarde de l'emploi. Et ils avaient prévu de supprimer 14 931 postes au niveau français. Donc, bien sûr, mondial. Donc, 4 952 en France. Bien sûr, nous nous sommes élevés contre cette décision. Je vous rappelle qu'on a mis 9 000 salariés devant le siège d'Airbus à Toulouse. C'était phénoménal. On a vraiment lutté contre ces réductions de postes et au final, on est arrivé à des départs volontaires. Et vraiment, nous, notre ligne rouge, c'était 0 licenciement contraint. Voilà, donc il y a eu 2100 départs volontaires, comme tu disais, 288 départs pour des projets externes, 189 formations qualifiantes et 1500 départs en pré-retraite. Donc tous ces dispositifs étaient déjà prévus dans notre accord GEPP et c'est sûr que aujourd'hui c'est compliqué parce que en fait les salariés qui sont partis étaient des salariés passionnés, des salariés compétents et donc à aujourd'hui certaines compétences manquent et c'est pour ça qu'il y a un tel plan de recrutement qui est mis en place et avec vraiment la volonté de monter les salariés en compétences. Mais tout ça, c'est le fruit de combats, c'est le fruit de négociations. Ça nous occupe au quotidien et vraiment, tout est fait pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, que les salariés puissent travailler dans une entreprise où ils se sentent bien avec des bonnes conditions de travail, ceux auxquels aussi on s'attelle et c'est pas toujours évident. Mais aussi la volonté d'arriver donc à produire le carnet de commandes que nous avons devant nous, qui est important. Merci à toi, Josette, et merci d'illustrer. C'est intéressant à entendre la capacité aussi, l'opportunité que ça peut être pour les organisations syndicales de se saisir du sujet de la GEPP comme levier pour interagir, pour être en contact, pour accompagner les salariés. Il n'y a pas que la direction qui accompagne dans l'histoire. Non, pas du tout. Vous avez votre rôle. La direction elle a besoin d'être un peu, comment dire, il faut la. Je suis en train de penser là à l'ancien bâton avec une petite pointe là au bout par lequel on motivait le bétail à avancer, quoi. Voilà. Alors, bon, peut-être là l'image n'est pas. Mais la RH va bien le prendre. Voilà, disons qu'il faut être là, quoi. Il faut être présent, il faut connaître le sujet, il faut se battre, il faut arriver avec des mesures, des propositions. Et quand il y a un vrai dialogue social, on avance. Et au final, c'est gagnant-gagnant pour la direction et pour les salariés surtout. Ok, merci à toi. N'hésite pas à intervenir au fil de l'eau. Si quelqu'un veut intervenir, Véronique, Delphine, n'hésitez pas. Sinon, je passe la parole. Il a disparu? Non. Jean-François. Non, Jean-François, il va revenir, Jean-François. Juste au moment où je lui passe la parole. Sinon, on va passer à toi, Marie. Hein. Ou alors, peut-être il y a de l'occasion, peut-être Delphine, Véronique, n'hésitez pas à prendre la parole si par rapport à ce qu'a dit Josette. Il y avait aussi la question, effectivement, je pense que c'est pas beaucoup dans les... Ah, Jean-François revient. Jean-François, tu nous entends? Oui, je suis désolé, j'ai quelques problèmes de... Non, on t'entend. Problème de connexion. On t'entend, c'est bien. Je te passe à l'écran. Vu que je commençais à lancer des perches, je vous les laisse. Peut-être que Delphine, tu voulais rebondir sur ce que tu as entendu de Josette. Oui, par rapport à ce qu'avait dit Josette, il y a un élément qui est intéressant juste de noter,
c'est la nécessité. Souvent, il y a des accords de GEPP avec pas mal de dispositifs qui sont ouverts aux salariés en termes de parcours professionnel ou d'accompagnement au parcours professionnel ou d'accès à certains dispositifs de bilan de compétences, de CPF abondés. Et parfois, il y a des difficultés. Enfin, ils ont des salariés qui ne savent pas. Il y a beaucoup de salariés qui ne connaissent pas, ou en tout cas, il y a des difficultés de communication sur les dispositifs existants. C'est des remontées qui nous sont faites de la part d'élus ou même d'organisations syndicales. C'est le fait que les salariés ne sont pas au courant ou ne savent pas qu'ils sont concernés par certains dispositifs qu'ils peuvent en bénéficier, sachant que le management de proximité ne le connaît pas non plus. Donc, la question de la communication autour des accords de GEPP et des dispositifs qu'ils conçoivent, et à ne pas oublier, en fait, à ne pas minimiser. On ne t'entend pas, Rodolphe. Excusez-moi, je bablate tout seul. Je reprends. Merci. Pour être vraiment en interaction avec la salle, Josette, il y a une question qui te concerne rapidement, parce que il faut pas que je me laisse déborder, mais il y a Sophie qui pose dans la partie question les points de vigilance. Il y a une commission de suivi de l'accord GEPP et tu es bien placé pour en parler. Et c'est quoi les points de vigilance? Alors, en fait, les points de vigilance, il y a une commission, on a des indicateurs. Il faut savoir qu'il y a des indicateurs qui sont prévus dans la BDES. Donc, il faut reprendre les différents indicateurs qui sont déjà prévus. Et nous, on a demandé à rajouter des indicateurs. Bon, je les ai pas tous en tête, mais voilà, il faut prévoir des réunions une fois par an. En parler lors des réunions de la commission GEPP avec la direction. Voilà, il y a quand même, comme les autres accords, les autres accords, c'est pareil. S'il n'y a pas de commission de suivi, s'il n'y a pas des réunions régulières, des indicateurs, et les organisations syndicales qui communiquent sur ces accords et qui les expliquent et qui vérifient que les mesures prévues sont bien mises en application, ça ne marche pas. Donc, il faut pas inventer l'eau chaude. On fait comme on fait pour tous les autres accords. Ok, parfait. Alors, Jean-François Landemaine, donc toi, tu es délégué syndical CFE-CGC chez Michelin et notamment sur le site, toi, tu es sur le site de Bourges. Alors, Michelin, il y a 3 ans, vous avez fait une RCC. Là, vous êtes en train de négocier une GEPP. Avant de parler de la GEPP, c'est quoi le bilan que vous faites de cette précédente RCC qui a vu sur 800 agents de production partir? C'est si je ne me trompe pas, alors que c'était 1000 qui étaient prévus. Et c'est quoi le bilan que vous en faites et la projection que vous faites sur la négociation en cours? Alors, pour remonter le fil de l'histoire, en 2019, l'entreprise a fait un diagnostic de son niveau de performance. Et fin 2019, il a été établi qu'il fallait réduire les frais généraux dans la partie tertiaire. Donc là, on avait jusqu'à 1100 suppressions de postes à faire et l'objectif était 5% de productivité sur les sites industriels par an pendant les 3 années qui arrivaient. Là-dessus est tombé le Covid, donc ça a mis un petit coup de frein. Et en début 2021, du coup, comme on ne projetait pas beaucoup de volume, ces leviers de productivité sur les sites industriels sont passés à des réductions d'effectifs pouvant aller jusqu'à 1200. Donc effectivement, comme tu le soulignes, on n'est pas arrivé jusque-là puisque ce sont essentiellement les gens qui étaient en fin de carrière qui se sont saisis des RCC pour partir dans des conditions qui leur étaient beaucoup plus favorables qu'en temps normal, puisque l'indemnité de fin de carrière est défiscalisée lorsqu'on part dans le cadre d'une RCC. Et surtout, il y avait des dispenses d'activité qui pouvaient aller jusqu'à 6 mois pour les agents de production qui avaient travaillé un certain nombre d'années en 3-8. Même chose pour les cadres, mais il fallait qu'ils aient fait aussi effectivement du 3-8 pour pouvoir bénéficier des 6 mois. Donc en fait, on a eu essentiellement des départs en retraite. Ce que la CFE-CGC s'est attachée à faire lors des négociations de cette RCC,
et qui ont pesé dans le bilan d'ailleurs, c'est aussi de ne pas oublier les gens qui restent. Donc on s'est bagarré pour obtenir non seulement de bonnes conditions de mobilité un peu interne, mais il n'y en a pas eu beaucoup, et surtout à l'externe pour les gens qui souhaitaient monter une entreprise, changer d'emploi ou partir à la retraite. Et on a aussi négocié de meilleures conditions salariales pour les gens qui restaient. Donc on est parti de l'observation que depuis des années, la médiane salaire moyenne chez Michelin pour les collaborateurs et cadres était 5 à 6% en dessous de la médiane marché. Et donc on avait réussi à mettre dans l'accord RCC que les médianes Michelin soient à la médiane marché. Voilà. Ok, alors maintenant, au moment où on se parle, là, la direction vous lance sur une GEPP. Précédemment, il y avait une GPEC. Là, maintenant, vous rentrez en mode GEPP avec une logique qui change radicalement et il y a peut-être un lien avec la RCC qui est peut-être pas fini et que la direction a voulu changer d'outil pour mener peut-être ces gains de productivité qui restent. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la problématique est différente. Qu'est-ce qui nous a aidé sur 2021 et surtout 2022 ? C'est l'accroissement des volumes à réaliser, puisque différents problèmes, notamment tout ce qui était transport, limiter l'arrivée de produits étrangers. Donc, on a réussi à faire des gains de productivité dans l'industrie grâce à ces volumes à faire. Le problème est tout autre aujourd'hui, c'est que l'inflation, la hausse des prix des pneumatiques aujourd'hui génère une baisse des volumes à réaliser. Donc, à peine la RCC terminée, on se retrouve avec des baisses d'activité que l'on voit plutôt pérennes et qui peuvent être parfois brutales. Je pense à mes collègues du site de Cholet qui aujourd'hui doivent produire à peine la moitié de ce que l'usine est capable de réaliser. Et l'entreprise se retrouve avec le besoin d'adapter son outil industriel aux nouvelles conditions d'aujourd'hui en matière de volume. Donc, on les sent assez pressés de signer cet accord de GEPP pour leur permettre dès l'année prochaine de pouvoir adapter l'outil industriel, donc entendre par là adapter les effectifs, puisque nous sommes dans une manufacture, aux nouveaux besoins de l'entreprise. Et les mesures d'âge ayant été particulièrement efficaces sur les RCC, je dirais qu'aujourd'hui, le volet départ en retraite va être beaucoup plus limité que ce qu'il a été au cours de ces 3 dernières années. Ouais. Donc ça, c'est une sacrée problématique qui va se poser à vous, là, parce que comment… Donc ça veut dire, on est dans le cadre de mesures volontaires. A priori, c'est les mêmes… C'est les mêmes conditions que de départ qui prévalaient dans le cadre de la RCC qui vont être appliquées dans le cadre de la de la GEPP sortante. Alors, on est encore en pleine négociation, il n'y a rien de signé. Ce que l'entreprise met sur la table est assez similaire à quelques détails par rapport à ce qu'il y avait en RCC, effectivement. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le volet fin de carrière va être beaucoup plus limité, donc on a le sentiment que l'entreprise pousse plutôt sur la partie évolution vers l'extérieur. Alors, à partir de là, il y a quand même une image pour Michelin d'entreprise où il y a la promotion interne, on va dire l'entreprise apprenante, etc. Bon, ça, j'ai l'impression que cette image, c'est une image du passé. Et c'est quoi là ? Mais par contre, comme chez Airbus, il y a quand même beaucoup de moyens en termes de formation. En termes de formation, oui, on a effectivement un catalogue de formation énorme. De mémoire, on doit avoir plus de 4000 formations existantes. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on était plutôt dans une entreprise qui faisait beaucoup de promotion interne. J'en suis l'exemple. J'ai commencé ma carrière chez Michelin en tant que technicien et au statut de collaborateur avant de passer agent de maîtrise puis cadre. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer extrêmement rapidement. L'entreprise s'oriente vers des activités au-delà du pneu et hors le pneu, qui sont complètement différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, pour lesquelles les passerelles risquent d'être
compliqué. Comment passer d'un métier de confectionneur de pneumatiques, hein, où on a pilé de la gomme pendant 10, 15, 20 ans, aller vers des solutions gonflables, de l'hydrogène ou que sais-je, ça va être un peu plus compliqué, effectivement. Et donc, là, le côté GPEC interne, le GEPP interne, la capacité à faire évoluer les salariés pour garantir leur employabilité, vous y croyez modérément, donc. Alors, je dirais que l'analyse qu'on fait de la situation actuelle nous amène à penser que l'essentiel de l'effort devra se faire sur la population agent, qui est une population traditionnellement assez peu mobile. Et si on rajoute à ça le fait qu'on a quand même beaucoup de sites qui voient leur volume baisser, je vois assez difficilement des transferts d'un site qui a besoin de réduire ses effectifs vers un autre qui a lui-même besoin de réduire ou au moins de tout juste maintenir ses effectifs. Donc la mobilité interne pour la population agent risque d'être assez compliquée. Et a fortiori le changement de métier. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis agent de production, peut-être passer sur des métiers émergents grâce aux moyens accordés d'évoluer dans la formation, ça aussi, ça a ses limites. Ça a ses limites, d'autant qu'aujourd'hui, il est assez difficile de se projeter puisque le groupe étend ses activités au-delà et hors le pneu par l'achat d'autres activités toutes faites qui ont déjà leurs effectifs. Et que les évolutions à venir, je suis un peu étonné qu'on n'ait pas encore abordé le sujet, mais l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas va vite révolutionner l'activité professionnelle et c'est une nouveauté dans l'histoire. Ce sont essentiellement les cols blancs qui risquent d'être impactés. Mais aujourd'hui, personne n'est capable de dire dans quelle mesure, quels sont les postes qui vont être impactés, jusqu'où cette intelligence artificielle ira et surtout à quelle vitesse elle ira pour remplacer les postes qui vont être impactés. Donc aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'avoir une lisibilité de ces postes qui vont être impactés, qui risquent de disparaître ou d'évoluer et surtout dans quelle mesure et à quelle vitesse. Donc pour les salariés, se projeter devient compliqué. Et c'est bien pour ça qu'on a enlevé, comme le disait Delphine, le P de prévisionnel de la GPEC qu'il a viré, quoi. D'autant que pour les entreprises, il paraît plus efficace, plus rapide et plus simple de recruter les nouvelles compétences dont ils ont besoin à l'extérieur, plutôt que de dépenser des sommes importantes dans la formation et l'évolution des salariés actuels. Ok. Et quand on préparait, quand on préparait l'entretien, parce que Josette n'a pas eu l'occasion ou je l'ai pas de préciser, mais dans le nouvel accord, ils ont la notion de projet, de parcours formant, c'est-à-dire que moi je suis salarié à tel poste, je vais pouvoir et je veux évoluer vers tel poste, et ben dans le cadre de nouvel accord, je vais pouvoir savoir quels sont les différents parcours, les étapes pour atteindre le poste visé. La notion de parcours formant. C'était un besoin qui est identifié. Vous l'avez pas. Vous avez pléthore d'offres, mais le chaînage, le fléchage de ces offres, la cohérence, elle n'existe pas. Alors, en fait, il y a deux choses. On est passé chez Michelin d'un parcours professionnel qui était géré par un gestionnaire de carrière avant, qui est basé sur vos compétences, à la fois d'après votre CV, d'après le démontrer dans l'entreprise et votre parcours. Vous faisiez des propositions, vous avez évolué. On est aujourd'hui dans un monde où on vous a mis une talent card dans laquelle vous mettez effectivement votre CV, vos compétences, votre parcours professionnel et où les postes à disposition sont mis avec du job posting, c'est-à-dire que le manager qui a besoin de recruter met effectivement le poste en visibilité avec les besoins, les compétences en face et c'est aux salariés de se débrouiller. Et en fait, aujourd'hui, les salariés Michelin sont un peu perdus avec ce système. Alors, c'est moins vrai pour les plus jeunes. Et les plus anciens qui avaient l'habitude d'être accompagnés tout au long de leur carrière dans leur évolution sont un petit peu pris au dépourvu. Et on s'aperçoit qu'on a des gens qui n'osent pas postuler alors qu'ils pourraient et d'autres qui postulent sur des postes qui, visiblement, ne leur seraient pas ouverts. À l'opposé, on a dans le cadre de l'accord RCC et qui devrait être conduit dans l'accord GEPP, des personnes qui sont dédiées à l'accompagnement des gens qui se déclareraient volontaires dans cette mobilité interne et qui vont les accompagner dans l'analyse de quelle est leur situation actuelle, quelles sont les compétences qu'ils ont, quelles sont les compétences qu'ils ont besoin pour aller chercher le poste sur lequel ils postulent. Donc on a quand même un petit peu cette activité, mais qui est vraiment, pour l'instant,
réduite et uniquement limitée à ceux qui s'inscrivent dans le parcours des RCC, où là, tout était cadré. On savait quels étaient les postes qui disparaissaient, quels étaient les niveaux de responsabilité qui… En fait, on pointait pratiquement les gens qui pouvaient s'intégrer dans cette RCC. On espère que la GEPP nous permettra de conserver ce dispositif, mais en l'ouvrant plus largement à tous les salariés, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Ok, merci à toi. Delphine, effectivement, je pense qu'il y a matière à rebond. Je te passe la main. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Jean-François. Il y a deux choses. La première, c'était… excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était… oh, excusez-moi, je reviendrai sur… Non, mais c'est pas l'objectivisation, le fait de cadrer qui part, non, c'est pas ça? Non, c'était sur… oui, bon, il y avait déjà, sur la fin de ce qu'a dit Jean-François, c'était sur… le fait que, comme je disais, souvent, ce qui nous remonte, c'est que les salariés sont mal informés des dispositifs dont ils ont besoin, enfin, qui sont à leur disposition, pardon. Donc, et comme vient de le dire Jean-François, la question des moyens qui sont donnés au RH pour accompagner les salariés, tous les dispositifs qui accompagnent le salarié, sont ultra importantes parce qu'on assiste de plus en plus dans les entreprises à les directions nous disent on fait plein de trucs sur la formation, on fait plein de choses, on a une plateforme, un intranet où les salariés peuvent avoir accès à 1000 modules de formation, voilà. En gros, on met tout à disposition des salariés et aux salariés de se débrouiller pour trouver des possibilités d'évolution. Alors, quand on est cadre, qu'on a l'habitude des outils informatiques, quand on parle anglais ou quand on parle ce genre de dispositif, ça peut peut-être fonctionner, mais dans beaucoup de situations, ça ne suffit pas en fait. Et c'est pas en installant un corner dans une usine où que le salarié va pouvoir trouver, savoir se prendre en main, ou en tout cas savoir à quel poste il peut accéder, avec quelle formation. Donc l'idée dans l'accord GEPP, de poser la question et de prévoir les dispositifs d'accompagnement. Et comme l'a dit Jean-François, pas seulement en cas de RCC, c'est-à-dire pour faire partir les gens, un cabinet d'outplacement, non, d'avoir des équipes dédiées ou des dispositifs dédiés dans l'entreprise pour accompagner les salariés sur leur parcours professionnel en interne, effectivement. Et puis l'autre sujet m'a échappé. Je suis désolée. Peut-être que ça me reviendra. Tu reviendras quand tu veux. Fais toc-toc. Pas de problème. Oui, Josette, ouais. Oui, par rapport à l'intervention de Delphine, le GEPP Corner, bien sûr, c'est pas la solution à tout. C'est une des mesures qu'on a réclamée. Et c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. D'où l'importance, vraiment, on y a beaucoup réfléchi, de travailler sur ce sujet, de communiquer. Et c'est vraiment le défi qu'on s'est fixé pour les mois qu'on a devant nous. Et donc voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait marqué que le conseiller en évolution professionnelle faisait des bilans de compétences. Il peut faire des bilans de compétences, mais pas que. Donc tout salarié est légitime à demander un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Il pourra en avoir plusieurs. Et il n'est pas obligé de passer par un bilan de compétences qui est payant. Les rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle sont gratuits et le bilan en compétences est un dispositif plus lourd, donc qui est payant. Donc il faut bien faire le distinguo entre le conseiller en évolution professionnelle et le bilan de compétences. Ce sont deux dispositifs différents. Hein, voilà. Donc, mais qui peuvent aider les salariés. Et je reviendrai par rapport à ce qu'a dit Jean-François aussi. Nous, l'intelligence artificielle, on est aussi énormément impacté. Et c'est vrai que pour demain, c'est quand même une inconnue.
Alors, rapidement, parce que Marie, tu es patiente, merci à toi, mais on va te donner la parole, ça va. Et donc, alors, avant de te donner la parole, Delphine, c'est bon, Delphine? Oh, je referme mon micro alors. Oui, c'était juste terminé, c'était sur le volontariat, c'était sur la notion de le passage entre RCC, GEPP. Enfin, voilà. Il y a une question quand même qu'il ne faut pas mésestimer en fait dans ces dispositifs, c'est la notion de volontariat. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on est dans une situation comme l'a évoqué Jean-François, il y a la question de pour partir, pour accompagner, pour enfin la GEPP out, il y a une question au départ qui est indispensable, c'est la question du volontariat, c'est-à-dire le salarié, il est volontaire pour partir, il n'est pas poussé à la sortie. Donc c'est comment dans l'accord et comment dans la mise en place, on veille à ce que cette notion de volontariat, elle subsiste. Sinon, là, on passe à autre chose, ça s'appelle un PSE, quoi. Donc, c'est une notion qui est très importante et le rôle du management de proximité, veiller à ce que ça ne se fasse pas de n'importe comment, est importante aussi. Et la réponse au conseiller d'éducation professionnelle et bilan de compétences, c'était pour répondre à une question. Il y a quelqu'un qui demandait la différence entre un bilan de compétences et un conseiller en évolution professionnelle. Donc, voilà. Entendu. Alors, c'est dommage. Delphine, on était vraiment en mode asynchrone, mais on arrive à faire infuser les messages, mais c'est pas plus fluide, c'est pas très fluide. Marie, à toi la parole. Donc toi, Marie Hogarth, donc toi, tu es déléguée syndicale centrale CFE-CGC pour Sanofi Chimie. Oui. Et donc, toi, tu es en poste sur le site à côté de Non, d'Avignon, entre Avignon et Nîmes, à Ramon. À Ragon, voilà, un site de À 700 Ramon, personnes. à Ramon. À Ramon, excuse-moi, à Ramon. Donc un site de 700 salariés. Et donc vous avez mis en place, vous avez négocié un accord GEPP qui est en application depuis 2023. Et il est signé pour 3 ans. Et il ouvre clairement la porte à des départs sur la notion d'emploi menacé qui est clairement identifiée. Donc sur les 2000 salariés de Sanofi Chimie, il y a 140 emplois menacés qui sont identifiés. Et notamment sur le site d'Aramon où je disais il y a 700 personnes, il y a 70 emplois qui sont considérés comme menacés. Et clairement, là, il y avait une question dans la salle. La direction vous a mis clairement dans l'équation au moment du début de la négociation, c'était soit le PSE, soit la GEPP. Je te laisse embrayer. Alors, oui, alors c'était une négociation qui a été assez longue et assez compliquée, surtout qu'on nous tous négociateurs, on découvrait ce que c'était qu'un accord de GEPP. On avait l'expérience de la GPEC, mais qui avait été désastreuse puisque c'était des accords chez Sanofi, qui n'ont absolument servi à rien. Donc, on a découvert la GEPP en même temps que la direction. Mais ce qu'on avait bien compris, c'est que, comme vient de le dire Sextant, c'est qu'il y avait dans cet accord quelque chose qui était vachement important, c'était le principe de base du volontariat. Et quand on a demandé à la direction, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à aboutir à un accord de GEPP, elle nous a clairement dit, on activera un autre levier, mais ça ne sera pas le volontariat qui sera le principe de base. Donc, on a bien compris, puisqu'on est tous des négociateurs aguerris, que ça voulait dire un PSE. Voilà. Donc, ça n'a pas été dit en ces termes, mais ça a été sous-entendu suffisamment intelligiblement pour que tout le monde le comprenne. Alors, dans le cadre de cette GEPP, donc il y a une grosse part il y a des conditions assez favorables. Vous avez négocié très favorable, très favorable. Donc, notamment un portage, un départ anticipé à la retraite de 4 ans avec 70% du salaire, un congé de mobilité qui peut atteindre 25 ans. Qui maintenant va jusqu'à 6 ans, puisqu'on avait inclus, pardon, je te coupe, Rodolphe, on avait inclus dans l'accord que s'il y avait une évolution législative, puisqu'on a signé l'accord avant que la réforme des retraites passe. Donc, on avait prévu dans l'accord que potentiellement, s'il y avait des évolutions législatives, le portage pourrait aller jusqu'à 6 ans au plus. Donc, maintenant, on est dans le cas, l'accord prévoyait 4 ans de portage, mais maintenant, on est dans le cas des 6 ans.
Belle précision, merci à toi. Voilà. Alors justement, dans le contexte post-réforme des retraites, etc., là, vous actez clairement, on met les pieds dans le plat, enfin, sur le côté un peu l'hypocrisie qu'il y a dans toute cette histoire, parce que là, on parle d'emploi menacé, mais tu dis, il y a une subtile équation entre la notion d'emploi menacé et la pyramide des âges. Ben oui, on peut pas, enfin, faudrait être idiot pour pas pas mettre les deux tableaux l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire le tableau de la pyramide des âges et le tableau des métiers sensibles. Il n'y a qu'un idiot qui le verrait pas. Mais c'est pas avoué par la direction, hein. On est bien d'accord. Mais dans les faits, alors c'est pas 100%, hein, bien évidemment, mais c'est la très grosse majorité des cas où on voit cette adéquation, où les métiers classés sensibles bizarrement, concerne une population qui est plutôt âgée. Alors, il faut savoir que chez Sanofi, à Ramon aussi, mais chez Sanofi en général, on a une pyramide des âges très, très décalée vers les vieux. On a un problème depuis des années, enfin toutes les OS le disaient depuis des années, à force de ne pas embaucher, donc de ne pas amener de jeunesse, la population est très, très vieillissante et on a une pyramide des âges catastrophique. Donc, ben, bien évidemment, cette adéquation, elle se fait de manière naturelle. On a beaucoup, beaucoup de vieux, et bizarrement, les postes sensibles, ben, ils sont beaucoup axés sur les vieux. Voilà. Et ça vous interroge pas en tant qu'organisation syndicale d'avoir, vous avez négocié cette GEPP et d'avoir des salariés qui sont déçus de ne pas se retrouver sur des emplois menacés. Ah, Déçus. oui, parce que tous les vieux ne sont pas sur un poste sensible. Voilà. Donc, vous avez une file d'attente derrière le bureau des RH qui frappe à la porte, qui vient dire, oh, moi, je voudrais bien être sur un métier sensible parce que je voudrais bien me casser. Donc, les RH sont confrontés eux aussi à ce problème, hein. Puis nous aussi, en tant qu'organisation syndicale, ces gens viennent vers nous. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens déçus qui auraient bien aimé pouvoir partir dans les conditions très favorables de notre accord. Et on a plus de déçus que d'élus. D'accord. Voilà, c'est un problème. Alors, Delphine en parlait, c'est que chaque année, là en 2023, vous avez une liste d'emplois menacés. En 2024, vous allez avoir une mise à jour de la liste. En Oui, 2025, vous allez avoir une nouvelle liste d'emplois menacés. Et par ailleurs, ce que tu me précisais, c'est qu'un emploi menacé, par exemple, sur un Ramon, n'est pas forcément un emploi menacé sur un autre site. oui. Donc, quid de votre capacité, c'était l'angle de Delphine et Véronique, porté par Sexan, de votre capacité à suivre le truc? Bah, on sait déjà d'avance que ça va être un exercice très très compliqué à faire. Quand on aura le premier bilan annuel, quand on aura un bilan annuel, là pour l'instant on ne peut pas le faire puisque c'est encore trop tôt, on n'a pas une année de recul. Même si les plateformes vont fermer au 20 octobre, mais il faut qu'on ait le temps d'avoir tous les chiffres. Mais on sait que ça va être un exercice très très compliqué puisque on appelle ça la moulinette, hein. Quand la moulinette va retourner début d'année prochaine pour identifier de nouveaux métiers sensibles, on va avoir du mal à faire la corrélation entre ceux qui étaient sensibles en 23 qui vont le devenir en 24. Et il va y avoir un exercice très difficile à faire. Peut-être d'ailleurs qu'on demandera l'aide à Sextant pour venir nous aider à faire cet exercice parce que ça va prendre beaucoup de temps, ça va être très compliqué. Mais on a des experts de haut niveau et je ne doute pas qu'ils viendront à notre secours. Mais on sait que ça sera l'exercice compliqué. Alors, en attendant, est-ce que on parle là, tu en as parlé surtout du volet, essentiellement du volet out, la sortie, et quid de quand même le fond de sauce quand même de la GPEC historique, la capacité à garantir l'employabilité. Tu me disais qu'il y a simplement 20% des candidatures externes, des ouvertures de postes à l'externe qui voient des candidatures internes, des salariés candidater sur des ouvertures de postes, C'est a priori, la mobilité, l'employabilité, la capacité des salariés à bouger, à évoluer de poste, d'emplois sensibles à des emplois qui ne le sont plus, elle est très, très limitée. Oui, je te corrige, Rodolphe. Il y a 20% des postes à pourvoir qui ne sont pas pourvus, qui ne reçoivent pas de candidature. D'accord. Un borne du groupe Sanofi, hein. Ça, Ok, d'accord. c'est une vérité. Donc, le groupe a fait le constat, et on était en CSE central la semaine dernière, qu'effectivement, ce qui ne marche pas dans cet accord, c'est le véhicule. Alors, on appelle ça des véhicules, hein, mobilité interne, mobilité externe, congé de fin de carrière, on appelle ça des véhicules. Ce qui ne fonctionne pas, à leur grand désarroi, c'est la mobilité interne.
Alors, ils ont mis le paquet dessus dans l'accord. Les mesures prévues dans l'accord sont incitatives, mais ça ne marche pas. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est que je connais l'outil de gestion des organisations qui s'appelle Workday, pour ne pas le citer. Et c'est là-dedans que paraissent tous les postes à pourvoir, que vous pouvez candidater, etc. C'est un outil qui est tellement compliqué, qui est tellement peu intuitif, tellement mal foutu, qui change tous les 4 matins. C'est-à-dire, même si vous commenciez un peu à vous habituer, eh ben, le mois d'après, vous y allez, vous reconnaissez plus l'architecture du truc. Donc, moi, mon analyse, c'est que c'est l'outil en amont qui permettrait de se positionner sur un poste dans le groupe qui n'est pas, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on en attendrait. Voilà. Par expérience, moi, à un moment donné, j'avais mis une alerte simplement pour voir les postes à pourvoir qui étaient sur mon site d'Aramon. Ben, aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de mettre d'alerte dans Workday, ce qui est une aberration. Si vous avez envie d'une mobilité, le truc instinctivement qui vient à tout le monde, c'est je vais me mettre une alerte, et puis comme ça, je verrai si je veux aller à Marcy-l'Étoile, à Val-de-Reuil, en région parisienne, je me mets une alerte. C'est du basique. Et ça n'existe plus dans Workday. Allez vous étonner après que la mobilité ne fonctionne pas. Donc, ils en ont pris conscience, là, et ils sont en train de mettre en place des forums métiers sur les sites. Enfin, ils sont en train de réfléchir à mettre en place des outils supplémentaires pour que dans les 2 années futures de l'accord, ils arrivent à inciter la mobilité interne. Voilà. Ok, entendu. Merci pour cet éclairage. Moi, je vous rapporte 2. Alors après, qui répond qui veut, mais il y a des questions dans le chat sur lesquelles, il y en a plusieurs qu'on n'a pas répondu, mais il y en a une personne qui pose la question. Là, notre direction est en train d'engager une RCC, et nous, on voudrait quelque part peut-être orienté vers une GPEC, une GEPP, excusez-moi. Et la question subsidiaire, c'est de voir dans quelle mesure la DRETS peut favoriser le fléchage d'une RCC vers une GEPP, ou alors la DRETS, en fait, elle n'est pas du tout, dans la boucle de l'histoire. Qui veut répondre? Elle fera jamais. Enfin, pardon, je prends la parole. La DRETS ne fera jamais ça. Elle ne fait que valider un accord, de donner son avis sur un accord qui a été validement signé. Après, elle s'engagera jamais pour orienter une direction vers tel ou tel moyen de se séparer de personnel. Enfin, je pense que les experts vont répondre la même chose. C'est pas son boulot. Elle le fera pas. Oui, la DRETS, en principe, elle intervient pour conserver les emplois. C'est le nombre d'emplois qui vont être sauvegardés, mais pas pour pousser les gens vers la sortie, en effet. Mais alors après, moi par expérience, rien n'empêche les élus de contacter l'inspection du travail et également la DRIET pour peut-être pour créer un débat avec la direction, au pire, les interlocuteurs leur diront non. Mais les élus ont tout intérêt à solliciter effectivement les intervenants habituels, les administrations habituelles qui peuvent les aider dans leur démarche. Ok. Il y a 2 questions qui étaient également posées. Il y avait la question, alors peut-être un peu macro, mais la pertinence d'une GPEC, d'une GEPP de branche, et qui s'imposerait aux entreprises, une GEPP de branche. Alors, est-ce que ça, c'est entre la théorie et la pratique? Je pense qu'il y a un petit delta. C'est comme on en avait parlé, en amont du cadrage, la notion de GEPP territoriale. On blablate beaucoup là-dessus, mais concrètement, c'est quoi? Voilà, ça c'est une première question. Une deuxième question que je vous partage, et ça serait intéressant de vous entendre là-dessus, c'est là, la plus pertinente sextant, c'est Pierre qui pose la question. Notre GPEC historique, elle arrive à échéance, et on va passer en mode GEPP. Donc, on passe de la GPEC à la GEPP, et qu'est-ce qu'on doit aborder comme point clé? Donc, qui veut répondre? Juste sur l'histoire de la GEPP de branche, il y a certaines branches qui ont des accords de GEPP, mais il y en a peu. Et en tout cas, l'intérêt en fait d'avoir de se saisir de la question de la GEPP au niveau de la branche,
Je pense que nos, nos amis des organisations syndicales peuvent le pointer. Et ça a été évoqué par Jean-François, par exemple, également par Josette, c'est sur l'intelligence artificielle en particulier. Ces problématiques des impacts de l'intelligence artificielle sur les emplois, ça c'est typiquement une dimension dont les branches professionnelles doivent se saisir et ont commencé à se saisir. Parce que ce sera trans-entreprise, forcément le niveau de la branche est un niveau adapté pour réfléchir sur ces questions-là et peuvent alimenter les réflexions au niveau des entreprises après aussi, ou inversement. Mais en tout cas, au niveau de la branche, sur tout ce qui est prévision, projection, évolution des métiers et des emplois, la branche est un niveau qui peut être pertinent bien évidemment. Et sur la question de l'intelligence artificielle, ça le sera encore plus. Josette, vous voulez rajouter quelque chose à ce propos? Non, et je non. répondrai peut-être. Par rapport à la branche, je voulais parler aussi des OPCO. Donc, ils sont les organismes financeurs. Donc, nous, pour l'industrie, c'est l'OPCO 2I. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont proposées par les OPCO, surtout pour les petites et les moyennes entreprises. Donc, ne pas hésiter à demander des rendez-vous avec votre conseiller OPCO 2I. Enfin, bon, pour moi, c'est l'OPCO 2I. Car il y a quand même pas mal de financements qui sont prévus pour aider autour de la décarbonation, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a aussi la transition juste suivant les territoires où vous êtes. Enfin voilà, donc surtout n'hésitez pas de vous rapprocher de votre OPCO et vous aurez des conseillers pour vous aider, pour vous accompagner et des possibilités de formation pour les formations de vos entreprises. Pensez-y. Ok. Moi, je note, enfin, Marie, on en avait parlé, je t'ai pas relancé là-dessus, mais on a parlé d'IA. On parle de Dakar, les enjeux, la transition écologique. Et Marie, si je reprends bien tes propos, tu me disais, et tu avais le mérite de le dire clairement, enfin, parce qu'il y a beaucoup de confesser, entre guillemets, qu'on est incapable de voir l'émergence des métiers nouveaux, quoi. On est un peu aveugle. Et c'est quelque part un cycle qui se répète. On parle de gestion. Et alors, je reviens là-dessus, sur le côté prévisionnel qu'on a fait sauter. Les faits montrent une incapacité à se projeter sur à anticiper les conséquences sur les emplois. Et de fait, ça tue dans l'œuf l'esprit, on va dire, de la GPEC, et ça laisse la porte ouverte à une GEPP qui va être de plus en plus orientée sur le côté, c'est plus facile de faire partir. Avec notamment, il y avait Franck qui posait le sujet. Enfin aussi, on parle de responsabilisation avec partir dans une autre entreprise, mais également monter son entreprise en auto-entrepreneur, etc. Ça, c'est des parts importantes. Enfin, pas majoritaires, mais c'est quand même des parts significatives de salariés qui partent pour monter leur propre entreprise et pas forcément dans des logiques individuelles. Qui veut rebondir là-dessus? Bah écoute, je veux bien. Alors effectivement, le préambule de notre accord dit que la motivation de l'accord GEPP, c'était les mutations technologiques à venir. Alors je confirme ce que disait Delphine tout à l'heure, c'est que on est aujourd'hui, même dans les orientations stratégiques, hein, on n'a pas de projection sur les métiers dont on aura besoin demain. Et par contre, ce qui est important pour une entreprise, c'est l'amélioration de son BOI. Et en fait, le levier pour une direction d'utiliser la GEPP, c'est de faire partir les gens qui coûtent le plus cher et d'améliorer sa rentabilité et son BOI. Et ça marche, puisque c'était le dernier levier qui restait à actionner chez Sanofi, c'était le levier du personnel, donc de la masse salariale, hein. Tous les autres leviers de mesures d'économie avaient été activés avant, il restait plus que celui-là. Mais ça ne peut pas être écrit dans un accord, bien évidemment. Donc on habille bien la mariée et on dit que l'objectif, c'est d'anticiper les mutations technologiques. Mais je confirme qu'effectivement, on n'a aucune vision sur ce que seront ces métiers dans le futur. Et voilà, donc je fais le même constat, le P de la GEPP est purement virtuel.
Il y avait une question dans la salle, une question de Vincent qui posait la question. Est-ce qu'on peut dire qu'un emploi menacé si la direction de l'entreprise délocalise des emplois chez les sous-traitants ou filiales hors de France? Est-ce que ça, c'est une condition valide? Qui répond là-dessus? Delphine, on t'entend pas. Delphine, je t'ai coupé le micro. Hop. On va retrouver. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Alors, je sais pas, je me dis peut-être qu'on... Voilà. Ce que je voulais dire, c'était... je rebondis à ce propos sur ce que vient de dire Marie, en fait. Un peu, c'est un emploi menacé. Effectivement, il y a il faut l'emploi menacé. En gros, c'est la définition. Il n'y a pas de définition légale de ce que c'est qu'un emploi menacé. Il n'y a pas de définition. Le Code du travail pour la négociation de la GEPP donne pas une définition ce que c'est qu'un emploi menacé. C'est la définition. Elle est ce qui est prévu dans l'accord, en fait. Donc, un emploi menacé, on peut dire que c'est un emploi où il y a un risque de réduction des effectifs à long terme, à moyen terme, à court terme. Donc, c'est ça qu'il faut définir. Il faut se mettre d'accord autour de la table, autour de ça. Et qu'est-ce qu'on met dans l'emploi? Est-ce que c'est dans l'entreprise, il y a bien des emplois repères qui sont facilement identifiables? Est-ce qu'on est au clair sur de quoi on parle, en fait? Parce que c'est ce qui, de là, dépendra aussi la qualité du suivi après. Et ça permettra aussi de contrôler la manière dont la direction l'applique. Parce que si on a une définition qui n'est pas claire, un coup c'est des familles de métiers, un coup on parle de postes, un coup, au bout d'un moment, la direction va... C'est comme pour un PSE quand on définit les catégories professionnelles. Vous voyez, en gros, il faut qu'on soit clair sur qu'est-ce qu'on met dans la notion d'emploi et qu'est-ce qu'on met dans menacé. Alors, ça peut être des emplois qui sont susceptibles de générer une réduction de postes à terme, par exemple, un déclin. Et donc, une délocalisation ou un transfert de ces postes chez des sous-traitants, on peut considérer que, effectivement, s'il y a des emplois qui rentrent dans ce cadre-là, ça peut faire partie des emplois menacés. Oui, ça peut être cela. Mais l'idée, c'est aussi d'être dans le prévisionnel, quoi. Dans l'anticipation quand on fait la GEPP. Si c'est une suppression de 5 postes parce que la décision a décidé de sous-traiter ces postes, est-ce qu'on est dans du prévisionnel ou est-ce qu'on n'est pas dans la réorganisation ponctuelle? Donc tout ça, il faut se mettre d'accord. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ce soit clair au départ, quoi, avec la direction. Sinon, dans la mise en œuvre, il va y avoir des brèches. Et comme on peut le voir dans un PSE sur les catégories pro. Ok. Merci Delphine. Je pense que c'est un élément de réponse pour Pierre qui posait la question et je pense que c'est vraiment un peu un fil rouge qu'on a pu voir de vos interventions sur comment on borde la GEPP dès lors qu'il y a vraiment une inclinaison sérieuse de la direction à vouloir faire sortir du monde, quoi. Ça, c'est clair. Entendu. Jean-François, tu as un rebond sur votre capacité à vous projeter, à anticiper, à donner du corps à la notion de prévisionnel? Comment? Excuse-moi, Rodolphe, est-ce que tu peux répéter la question? Non, c'était pour Jean-François. C'était du côté de Michelin, c'est la capacité à se projeter. Est-ce que ça avait un sens, la notion de prévisionnel? On a un peu abordé tout à l'heure. Alors justement, c'est là que bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes dans l'incapacité de nous projeter puisqu'on n'a pas de vision sur ce que seront les postes de demain. Et on ne sait même pas quand est-ce que sera ce demain. Et on voit bien au travers des négociations où l'entreprise est des plus floues concernant les volumes d'effectifs qui vont être touchés, les métiers qui vont être touchés pendant la négociation. On voit bien qu'ils sont eux-mêmes en difficulté pour pointer exactement ces métiers aujourd'hui. Lorsqu'on négociait des GPEC, on avait une vision assez précise des postes qui allaient être impactés, des volumes d'effectifs qui risquaient d'être impactés sur la période.
Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir ces informations. Donc oui, on est clairement en difficulté, y compris dans les manufactures où on pourrait croire que l'humain est au centre, mais en fait, ça devient de plus en plus difficile. On n'a pas de vision sur ce que sera demain. Si tu permets, Rodolphe. Marie, pour terminer, ouais. Voilà, oui. Pour ce qui est de se projeter, Macron a quand même dit que dans un futur proche, maintenant, il va falloir garder les vieux au boulot. Hein. Il est hors de question de laisser les entreprises faire des plans de départ. Et Sanofi, qui est un bon élève de la Macronie, a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de reconduction de l'accord GEPP au-delà de 2025. Donc, s'il y a une chose où on peut se projeter, je pense, c'est que profitez de vos accords GEPP là si vous êtes en train d'en négocier, parce que je suis pas sûre que d'ici 3 ans, il y ait d'autres dispositifs de départ. Voilà, c'était pour la projection. Ouais, J'ai bien peur que ces dispositifs de fin de carrière qui permettaient à nos plus anciens de partir soient remplacés par de la mobilité externe. Le problème, c'est que passer 50 ans en France, quand on quitte son emploi, en retrouver un, est loin d'être des plus aisés. Donc en fait, on risque de se retrouver avec des gens qui vont vivre leur fin de carrière en inactivité, ou alors ils vont essayer de se bricoler une activité qui leur permettra pas de maintenir leur niveau de vie, quoi. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Entendu. Oui, d'ailleurs, juste une petite précision à cet endroit. On a pu nous apercevoir dans le cadre de nos expertises qu'au-delà de la définition de l'emploi sensible et parfois du manque d'objectivité, de la définition de ces emplois sensibles, en tout cas à géométrie variable, on s'est aperçu d'une chose, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui sont emploi sensible, mais dont les tâches ne disparaissent pas. Donc, ça signifie qu'on a quand même un transfert de charge sur les collègues qui restent. Et ça, c'est quand même une grosse problématique en termes de santé, sécurité et de conditions de travail. Et parce que il y a un parti pris de la direction qui, pour moi, n'est pas en cohérence avec l'accord qui a été signé avec les organisations syndicales. Et la responsabilité des organisations syndicales est d'autant plus grande que désormais, alors on avait la loi et les accords collectifs. Les accords collectifs ne pouvant pas être moins disants que la loi. C'est plus vrai pour certaines dispositions et les juges tiennent compte beaucoup plus maintenant de la valeur de l'accord collectif. Et donc les contrôles sur l'accord collectif sont moins forts qu'avant, d'où la grande responsabilité effectivement des organisations syndicales quand on signe des accords collectifs et le respect par l'employeur de ces accords collectifs qui n'est pas toujours très réglo par rapport à l'esprit des organisations syndicales qui sont signataires. Donc on peut avoir un accord avec une démarche véritablement sincère de la part des organisations syndicales dans le sens du collectif et des salariés et qui, après, une fois que l'accord est signé, on va avoir une direction qui va faire un peu ce qu'elle veut. Et alors, on voit notamment la menace, je fais un PSE, sinon je fais une GEPP, sinon je fais un PSE. Je rappelle quand même que le PSE, il faut qu'on ait un petit peu des difficultés économiques. Je pense qu'il y a des groupes qui sont bien à l'abri des moindres difficultés économiques et donc cette menace est malhonnête intellectuellement, très clairement. Entendu. Écoutez, on arrive au bout. Il y a peut-être une dernière perche, peut-être Didier qui posait la question de, à défaut d'accord, une décision unilatérale. La GPEC unilatérale, c'est et le côté porte ouverte que ça sous-entend, peut-être Véronique ou Delphine. Je ne pense pas, puisque ce n'est pas un accord obligatoire. Il peut y avoir des décisions unilatérales que quand il y a obligation de négocier. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, d'accord. Je ne suis pas juriste, mais à mon avis, il ne peut pas y avoir de. Pardon, je n'ai pas entendu la question, en fait, Rodolphe. Je suis désolée. Oui, la question, c'est. Ah, Josette a perdu la connexion. La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une décision unilatérale de l'employeur en l'absence d'accord de signature d'accord GEPP? Non, il faut qu'il y ait une signature. Il y a une obligation de négociation. Ah, oui. Ouais, il y a une obligation de négociation, il n'y a pas d'obligation de signature. Et pour que l'accord s'applique, en tout cas, pour pouvoir activer des procédures ou des dispositifs
de GEPP et notamment de GEPP sortantes, comme qu'on peut voir dans des accords, hein, comme un congé de mobilité, en tout cas tout ce qui est départ volontaire, il faut qu'il y ait un accord. Ça ne peut pas se faire sans accord. Pas de décision unilatérale. Non. D'accord. Non. Ok, bah ouais, bah alors là, moi, j'avais un trou dans la raquette, je confesse. Ok, bah merci à tout le monde. Alors, on a perdu Josette dans l'histoire. C'est dommage, mais bon, bah écoutez, merci à Sextant Expertise, à Sextant Expertise, à toi Marie, à Jean-François, à Josette, et bah, merci à vous dans la salle pour la participation active. Compte rendu avec un peu de retard comme d'habitude à suivre, mais il va suivre le compte rendu. En tout cas, vous avez le replay automatiquement dès que je coupe le live, et donc vous pourrez revenir dessus. En espérant que ça a pu outiller vos prochaines négociations et les points de vigilance, hein, et un peu les tendances qu'il pouvait y avoir. Avant de terminer, le sondage, on en était où? Ça va un peu baisser. On était à 69% où ça penchait clairement vers du ticket de sortie, et 19% pour le côté interne, et par contre 12% un équilibre entre out et in. Voilà. Écoutez, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, et prochain live le 27 octobre sur un tout autre sujet, sur les rapports d'activité des CSE sur leur partie activité sociale et culturelle. Un vaste sujet aussi, mais différent. Écoutez, bonne journée à vous, et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Josette. Elle est revenue. Voilà. Je suis revenue. Tu arrives au bon moment. Au revoir. Merci à vous cinq de vos interventions. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je coupe. Ah, ciao. Hop.